Bienvenue fidèle de l'émission majuscule Propos. Toujours un plaisir d'être avec vous pour cette émission, la nôtre, la vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation des Nations Unies et les conflits dans le monde et particulièrement sur le continent africain depuis 1945, alors que cette organisation prenait la place de ce qui a été appelé la Société des Nations. Cette organisation avait suscité beaucoup d'espoir, notamment pour les pays qui connaissaient, ou en tout cas qui traversaient des moments de conflit. Tout le monde s'imaginait, était convaincu que les missions qui avaient été faillies par la Société des Nations allaient être plutôt achevées ou bien menées par l'Organisation des Nations Unies ou l'ONU, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, au Rwanda, nous en connaissons quelque chose avec la MINUAR qui a mené sa mission jusqu'à malheureusement à ce que le pire arrive. Le pire dont je parle, c'est le génocide commis contre les Tutsis. C'était en présence des casques bleus, mais comment étaient-ils ces casques bleus? Comment étaient-ils et quelle mission ces casques bleus avaient face à ce que le Rwanda était en train de vivre, était en train de traverser. Aujourd'hui, on va également jeter un coup d'œil dans les autres pays africains et surtout les conflits, comment est-ce que la présence et surtout l'action ou les actions des Nations Unies se mènent sur place, parler de défis, des actions menées sur place, mais également des échecs que certaines missions connaissent sur terrain. Qui d'autre ici pour en parler? Nous avons deux messieurs, en tout cas avec respectivement avec des expériences, notamment pour ce qui est des missions des Nations Unies. Permettez-moi d'accueillir l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Il a été représentant du Rwanda auprès des Nations Unies. Il a également été représentant du président Paul Kagame au niveau de la région des Grands Lacs. Il a été également représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau et chef de mission du Bureau intégré de consolidation de la paix dans ce pays, mais également il a été représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine et chef de mission adjoint au Darfour, au Soudan. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Eddy. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Mon plaisir aussi. Voilà. Avec nous également dans ce studio, nous sommes avec le colonel à la retraite Mamadou Adjé, colonel de l'armée sénégalaise. Il a servi dans plusieurs pays du monde, mais puisque nous sommes au pays de 1000 collines, il a servi ici entre 93 et 94, notamment pour le compte de la MINUAR. Il a également servi au Darfour, l'UNAMID, entre 2009 et 2011. Il a également servi dans la mission de maintien de la paix au Liban en 1983, pour ne citer que ça, sans parler également des nombreuses décorations reçues par rapport à son travail, que ce soit dans l'armée sénégalaise, mais également sous le drapeau des Nations Unies. Bienvenue, mon colonel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Nangadef. Magnifique. Ok. Amakrou. Amakrou Nimez. Meza. Voilà. C'est bon. C'est bien que vous puissiez avoir été au Rwanda. C'est un pays que vous connaissez depuis de nombreuses années. Vous venez depuis lors, vous visitez encore et toujours le Rwanda. Et aussi puisque également la culture nous y oblige. On va commencer par vous en tant que visiteur. On parle des Nations Unies, on parle du Rwanda, mais j'aimerais tout d'abord, après autant d'années à servir les Nations Unies, mon colonel, avez-vous quel sentiment vous anime aujourd'hui lorsque vous regardez en arrière
à travers toutes ces missions dont j'ai cité, où vous avez participé, que ce soit au Liban, que ce soit au Darfour, au Rwanda et même ailleurs. Quel sentiment vous anime en tant que membre des Casques Bleus, ancien membre des Casques Bleus? D'abord, je vous remercie de m'avoir couplé avec l'honorable Mouta Boba, parce que je crois que quand j'ai regardé son CV, j'ai dit mais je vais aller à l'école, parce que quand même, avec toute l'expérience au niveau stratégique, je crois que j'ai dit bon, vraiment, aujourd'hui je serai l'élève et lui il sera le maître et le professeur. Et je vais beaucoup noter ce qu'il va dire, parce que je n'ai jamais travaillé au niveau auquel il a travaillé. Mais je voulais aussi, si vous me donnez le temps, juste parce que ça fait depuis 1993. Oui. Il y a des gens que je n'ai jamais revus. Et je sais qu'ils peuvent regarder la télévision et me voir. Et je voulais les saluer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le premier, vous allez être étonné, c'est le président Kagame. En 1993, j'ai été le premier officier à aller à Moulindi, comme officier de liaison du GOM, du groupe d'observateurs militaires neutres. Après, j'y suis revenu avec le PNUD pour la reconstruction. C'était pour faire le plan de reconstruction. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui recevais, c'est le PNUD qui recevait. Mais j'étais le patron de l'escorte du PNUD. Et c'était la première fois que j'allais à Moulindi dans cette usine de thé. Et je voulais simplement dire que moi, en revenant au Rwanda en 2011, j'étais venu pour voir le niveau de la cohésion dans ce pays. Parce que j'étais au Darfour et je suis venu par la route, à partir de Entebbe. Je suis passé par Gatuna. Parce que quand j'ai quitté le pays, je suis passé par Mirama Hills pour aller à Entebbe. Alors quand je suis venu, je me suis réveillé le matin, mais j'ai vu une mégalopole qui m'a accueilli. Et quand j'ai regardé ça, j'ai juste pensé au président Kagame. J'ai dit, voilà, l'Afrique vient d'avoir un capitaine. Je lui dis, c'est le capitaine de l'Afrique. Parce que le Rwanda vient de nous montrer que les guerres, ce n'est pas de la fatalité. Le sous-développement, ce n'est pas de la fatalité. Donc j'ai été accueilli par une mégalopole qui était différente de la nécropole que moi j'avais laissée le 4 juillet 1994, quand j'ai quitté ce pays par la route pour aller. Le second, c'est Charles Kayonga. Vous allez être un peu étonné, parce que j'ai été le premier officier attaché au bataillon Kigali. Quand le gouvernement, quand les ministres désignés pour rentrer dans le gouvernement sont arrivés. Lui qui était à la tête du bataillon des 600 qui était arrivé au CND. Exactement. Le général Kayonga. Alors, il y avait Kayonga, il y avait Kukiriza, après qui a quitté très vite pour aller aux Nations Unies, et il y avait Jacob. J'ai encore la mémoire, parce qu'on a vécu des moments tellement durs qu'on n'oublie pas. Mais aussi, il y avait dans le groupe de gouvernement, il y avait Bizumungu, qui aimait m'inviter à prendre le petit déjeuner en vue de discuter de politique, etc. etc. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas un politicien. Il m'a dit, viens, je veux savoir ce qui se passe au Sénégal. Voilà, ces gens-là, vraiment, j'aimerais. Il y a aussi le général Gatsenzi, comme on a dit qu'il est décédé, parce que il est mort récemment. Marcel Gatsenzi. L'officier de liaison au GOM avec Karenzi. C'était les deux. Nous étions tous les deux à la logistique. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître quand même des gens qui, après, vont commander ce pays. Et les autres, c'est des relations. Par exemple, en 2011, quand je suis venu, c'est une certaine Dafrose qui m'a invité pour venir voir. Elle était du Gachacha. Donc je la salue. Et je salue tous les gens que j'ai connus, ceux que j'ai aidés à évacuer, qui sont aujourd'hui et qui me le rendent bien, en Angleterre. D'autres sont venus me voir au Texas, quand j'étais en États-Unis, pour dire que le peuple rwandais n'oublie pas. C'est un peuple qui n'oublie pas. Et c'est essentiel. Et je l'ai toujours remarqué. Donc voilà, c'est ça que je voulais d'abord introduire par ça. Oui. Tout ça fait partie déjà de votre expérience et par rapport à la question que je vous ai posée, exactement. Ça fait partie de nombreux souvenirs que vous avez. Mais là, vous touchez le côté humain qui vous tient à cœur. Maintenant, si on doit revenir aussi sur le côté professionnel, parce que si vous avez connu toutes ces personnes, c'est aussi grâce à la mission qui vous était investi, vous serviez sous le drapeau bleu. Aujourd'hui, maintenant, si on doit peut-être un peu quitter le côté humain pour parler du professionnel, du militaire, de l'officier et surtout du casque bleu que vous avez été, quel sentiment vous anime après autant d'années à servir le système des Nations Unies? J'ai servi aux Nations Unies et je l'enseigne dans les universités. J'enseigne les opérations de maintien de paix.
Donc j'ai un sentiment dessus. Mais pour moi, les opérations de maintien de paix, il faut d'abord que je dise si le monde est resté dans une paix relative, il faut dire que c'est grâce aux Nations Unies. Parce qu'on a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis lors, après la charte de San Francisco, le monde a quand même été peut-être dans une situation assez trouble, mais toujours on a trouvé ce qu'on voulait, c'était un lieu où les gens pouvaient régler leurs différends de manière pacifique. C'était une plateforme. Voilà, une plateforme. C'était pour ça que le président Wilson, en 1918, avait fait les 14 points de Wilson. Et c'est dans ces 14 points que se trouvait la SDN, le 14e point. Donc il voulait un lieu où, quand il y a des conflits, que les gens puissent se rassembler et puissent discuter et résoudre de manière pacifique leurs conflits. Ça n'a pas marché, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Après, il y a eu donc les Nations Unies qui sont arrivées. Reprises par Roosevelt, bien sûr, qui était un peu un ministre de Wilson, et qui a fait les accords, les réunions à Dumbarton Wood, et ensuite la conférence de San Francisco qui a créé les Nations Unies. Voilà. Depuis sa création, les Nations Unies ont fait des majorités d'opérations dans le monde. Ils ont d'abord commencé par des opérations d'observateurs. C'était en 1948 en Palestine, avec le problème de la Palestine. C'était là avec la création de l'État d'Israël. Exactement, avec la création d'Israël. Ensuite, il y a eu d'autres opérations maintenant avec des forces. Il y a la FUNU, la première force des Nations Unies, c'était encore là, dans cette région-là, entre Israël et les pays arabes. Les pays arabes, oui. Voilà. Mais mon sentiment, c'est ceci. Les missions d'interposition, qui ont été les missions essentielles des Nations Unies jusqu'en 1960, ont été réussies peu ou prou. Parce que c'est de l'interposition, c'est de discuter entre deux États organisés avec leurs structures. À partir de 60, on est passé dans les conflits internes avec le Congo. Donc c'était la première intervention dans un État. Alors je crois que là, de 60 à maintenant, les Nations Unies n'ont pas encore trouvé la solution ou bien le concept d'opération qui leur permet d'agir dans un conflit interne, où ce sont les citoyens du même pays qui se battent ou les hommes politiques du même pays. Parce que là, l'interposition ne marchait pas, il faut trouver un autre moyen. Et je crois que les Nations Unies ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions, mais ils n'en sont pas encore arrivés. Donc c'est ça mon sentiment, qu'il y a deux volets. Il y a le volet interposition jusqu'en 1960 qui a peu ou prou marché, mais il y a le volet des conflits internes où les Nations Unies cherchent encore la voie qu'il faut pour pouvoir arrêter ces... Ambassadeur Moutaboba, le colonel Mamadou vient de dresser quand même un tableau, comment on dit, mi-raisin. Mi-figue. Mi-figue. Il y a quand même à boire et à manger, comme on dit. Mais il vient de soulever quelque chose de très important. Parmi les missions que les Nations Unies se sont assignées, interposition et autres, il n'y a jamais eu des mandats d'imposition. Les Nations Unies n'imposent pas la paix, ils accompagnent également au nom de la souveraineté des États. C'est aussi les États qui décident de ce qu'ils veulent. Vous voulez la paix, eh bien, vous serez servi la paix. Si vous voulez la catastrophe, elle est là. Vous avez été beaucoup plus dans les bureaux, dans les discussions, le côté diplomatique de la chose. Lui, il parle en tant qu'homme de terrain. Eux qui vont toucher et palper du doigt déjà le conflit. Est-ce que la volonté des États a toujours primé, a toujours décidé de ce que font les Nations Unies sur terrain? Merci Eddy. D'abord, j'aimerais bien accueillir très chaleureusement notre frère colonel Adjé. Et je peux m'improviser votre ambassadeur auprès des Rwandais aujourd'hui pour dire exactement ce que vous avez exprimé du président Kagame jusqu'à tout le monde d'autre. Et je dois réciproquer de leur part les salutations que vous leur adressez et les meilleurs souvenirs que vous gardez du Rwanda et des Rwandais.
Ça, je m'arroge cette responsabilité. Je crois que je ne fais entorse à aucun protocole. Donc, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Et personne n'a oublié votre service dans ce pays. Et la gravité de la situation telle qu'elle était, et les difficultés que vous avez rencontrées dans ce pays à ce moment-là. Et je suis très content d'apprendre qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus appelé plutôt à partager le développement de ce qui se passe dans ce pays. Et avec le capitaine d'Afrique, comme vous l'avez appelé, nous espérons que ces exemples peuvent atteindre les horizons africains. Pour revenir aux Nations Unies, les Nations Unies, il faut d'abord bien comprendre, il faut que tout le monde comprenne que c'est une organisation et une institution des États. Que ce soit des États qui ont commencé pendant la création, que ce soit des États qui étaient colonisés pendant que la création a eu lieu, que ce soit les États qui sont nés après l'indépendance ou après la libération de l'Afrique et autres, eh bien, l'ONU a été et est toujours et reste une institution des États. Alors, qui n'appartient à personne. Bon, écoutez, ça ne serait que c'est comme la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, vous parlez, mais vous ne trouvez personne. La définition est très volatile. Elle est abstraite? Oh, très abstraite, bien sûr. Très abstraite. Non? Vous devenez communauté internationale quand ça vous plaît. Quand on dit, oh, la communauté internationale est intervenue pour sauver les affamés, etc. Ça, oui. Mais quand vous dites que c'est l'erreur ou la faute ou l'échec, l'attitude de la communauté internationale, par exemple, dans le conflit en RDC, chez les pays voisins ici. Personne ne se Alors, pointe. personne ne se... Non. Ni l'ancien colonisateur, ni le prochain. Non. Tous disparaissent. Donc, vous voyez que la notion de communauté internationale, c'est presque calqué sur la notion des Nations Unies aussi. Parce que, étant une institution des États membres, et qu'il y a des structures au sein de cette organisation qui montrent qu'il y a une certaine disparité entre les membres ou entre les puissances du monde, je dois l'appeler de ce genre. Alors vous posez la question, vous dites, est-ce que l'organisation peut prétendre qu'il prenne une décision unanime de la part de tous les pays, ou bien c'est une frange de pays? Selon les intérêts. On se place par rapport aux intérêts. Est-ce que c'est la notion, ou en tout cas, parmi les reproches qu'on fait de cette organisation, que c'est une organisation, oui, mais là où tout le monde n'a pas droit à la même parole, où tout le monde n'est pas... oui, mais voilà. Si vous parlez de ces pays, sans parler de ce qui les unit, ou bien les structures ou les stratégies employées, nous parlons de la diplomatie, par exemple. La diplomatie, c'est quoi, entre-temps? C'est essayer d'avoir de bonnes relations entre tous ces pays-là, mais sans pouvoir obliger un autre pays à aller à l'encontre de ses intérêts, de ses propres intérêts. Donc ce qui nous lie, ce n'est pas l'amour qu'on a entre le Sénégal et le Rwanda, non. Ce sont les intérêts sénégalais pour le Sénégal et ce sont les intérêts rwandais pour le Rwanda. Donc ceci a été utilisé, continue encore à être utilisé aujourd'hui, comme principe qui dit oui, je parle de ceci, nous voulons de la paix, nous voulons imposer la paix, ou nous voulons créer la paix, ou entretenir, ou garder la paix. Il faut d'abord avoir cette paix pour la maintenir. S'il n'y a pas de paix, vous pouvez la maintenir. Alors, on remarque que la plupart du temps, cette paix est absente, et pourtant, on donne une mission aux gens d'aller la maintenir. Alors, soyons sérieux. Donc, vous dites, écoutez, messieurs, dames,
vous avez une situation, essayez de dépasser vos différences individuelles. Essayez de voir le problème tel qu'il est posé et proposons des solutions. Mais quand on dit que non, il ne faut pas vous immiscer dans les affaires des autres, donc à ce moment-là, je vais ajouter une autre chose à ce que le colonel a dit. C'est comme ça que le nouveau concept de protection est venu. Il est né il n'y a pas longtemps. Hein? La responsabilité de protéger. R2P. Ah, oui. R2P, yeah. So, cette responsabilité de protéger est née. Et là, je suis très fier d'avoir participé à ce débat et proposé des solutions d'ailleurs. Mais il était grand temps que les gens pensent à leur mission ponctuelle. Vous avez manque de paix, vous avez des conflits, mais vous avez des gens, des citoyens qui sont là, qui doivent être protégés. Que ce soit des civils, que ce soit des militaires aussi, que ce soit les familles de ces militaires, il faut que cette protection soit là. Donc, cette responsabilité est impérative et elle est née. Mais il reste à savoir maintenant comment on va pouvoir la mettre en pratique pour essayer de voir. Donc, les États restent toujours le moteur principal des Nations Unies. Ce que les États décident, et en plus de ça, je crois qu'on va peut-être y arriver plus tard, les organismes de l'ONU, où l'on vous dit le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont une certaine façon de collaborer. Ce qui a été décidé par la majorité des 193 membres peut être opposé facilement par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc là, ça devient le débat où se trouve la clé de ce manque de transparence dans la prise de décision des Nations Unies et le manque de solutions adéquates à temps opportun. Oui, à temps opportun, c'est très important, les décisions qui, parfois, la manière d'opérer des Nations Unies aussi et aussi pose problème lorsque celles-ci sont mises à épreuve sur terrain. Et j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le Rwanda et notamment le début des années 93, parce que c'est également la période où vous débarquez au Rwanda. Mon colonel, déjà, peut-être pour situer les gens, vous arrivez dans un contexte où, en 90, il y a le FPR Inkotanyi, venu du nord du Rwanda principalement, des Rwandais qui rentrent chez eux, mais par une lutte armée. Vous arrivez en 93, 3 ans après. Est-ce qu'en venant au Rwanda, parce que chaque fois on pose la question, est-ce que les casques bleus qui arrivent dans les pays où ils interviennent, est-ce que les hommes sur terrain, les hommes qu'on envoie sur terrain, quelle connaissance ont-ils de la situation du terrain? Vous, dans quelles conditions vous débarquez au Rwanda en 93? La mission qui vous est investie, est-ce que vous comprenez, par exemple, le contexte du pays à l'époque? Je vais vous dire sincèrement, en 93, quand on m'a désigné pour venir au Rwanda, je ne savais pas ce qui se passait dans ce pays. Je me suis même dit... C'est l'erreur éternelle des Nations Unies. Je me suis même dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda pour qu'on me déploie au Rwanda? Je n'avais aucune conscience. Il a fallu que j'aille maintenant chercher dans les bibliothèques, parce que c'est un réflexe, quoi. Je suis parti chercher. Alors je disais à quelqu'un, j'ai connu le Rwanda sur 3 occasions. La première occasion, c'est avec la femme, là, John Forzik, qui a joué le film, la Gorilla in the Mist. Ah, Diana Fossé. Diana Fossé, oui. Voilà, là, j'ai connu le Rwanda comme ça. La deuxième fois, j'étais à l'école, et on nous disait de mettre sur le cahier la carte d'un pays, son président et ses facteurs physiques. Et là, je me rappelle avoir mis la carte du Rwanda, Grégoire Kayibanda, avec des éléments. La dernière fois, c'était à l'OCI au Sénégal, l'organisation islamique, où j'étais aide de camp
Et j'étais à l'aéroport et je vois débarquer la délégation du Rwanda avec le président Habyarimana comme... C'était les 3 fois que j'ai vu quelque chose sur le Rwanda. Mais moi, quand on m'a désigné, je ne savais pas ce qui se passait au Rwanda. Je ne suis pas dans une bibliothèque pour chercher un document pour dire, ah, là, j'ai dit, ah, voilà ce qui se passe dans ce pays. Donc, il y a déjà ce problème de préparer les observateurs, surtout sur le plan intellectuel. Parce que quand même sur le plan technique, tous les pays ne sont pas au même niveau. Ouais. Parce que les soldats sénégalais sont déjà dans des conflits en Casamance. Ils ont beaucoup d'expérience parce que la première force africaine qui a été dans le maintien de la paix, c'est une force sénégalaise. C'est le bataillon sénégalais qui est rentré au Congo. Et puis il y avait la Casamance. Surtout quand on venait en 93, tous les gens qui sont venus ici étaient en Casamance. Donc ils étaient à l'épreuve du feu. Donc ils avaient déjà une certaine habitude des théâtres d'opération. Donc la question se posait sur maintenant le plan intellectuel, la connaissance, l'histoire du pays, les raisons déjà du conflit et le contexte national, le contexte local. C'est un problème récurrent. Bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que maintenant, ils ont fait des pas, beaucoup d'efforts dans ça. Parce que quand j'étais au Soudan, j'ai vu des changements. Mais ici, en 93, au Rwanda, quand on arrivait, on ne savait pas ce qu'on était venu faire. Mais ça, ce n'était pas les Nations Unies, c'était le groupe d'observateurs militaires neutres de l'OUA. C'était le GOM qui était venu. Donc en 93, nous sommes venus après l'opération Noirou. Les Français ont lancé une opération Noirou pour arrêter l'offensive du FPR. Et après, il y a les négociations d'Arusha et nous sommes venus en juin 93. Notre mission, mais on connaissait quand même notre mission quand on est arrivé, c'était de consolider la zone démilitarisée et de faire signer les accords d'Arusha localement. Nous avons réussi ça parce qu'on a contrôlé la zone par des patrouilles, etc. Et on a fait signer les accords de Kinira. Je me rappelle, c'était entre Grégoire Kayibanda, entre Georges Kenyarengwe et le président Habyarimana. Donc nous avons quand même réussi notre mission OUA qui nous a amenés ici, maintenir la paix, maintenir la DMZ, porter secours aux gens, contrôler pour qu'il n'y ait pas, donc il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de tout, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Nations Unies ont décidé de nous intégrer à la MINUAR, pour qu'on soit l'élément précurseur de la MINUAR, à cause de ce travail que nous avions fait et qui a abouti aux accords de Kinihira et à le contrôle de la zone d'opération. Mais après, c'est les Nations Unies qui arrivent. Maintenant, c'est un autre niveau. Le 5 novembre, c'est un autre niveau. Les Nations Unies arrivent, prennent le terrain en compte et redéploient les observateurs. Et nous sommes presque 4 bataillons, n'est-ce pas? 4 bataillons, le bataillon ghanéen, le bataillon Bangladesh, le bataillon nigérian, etc. On avait donc 4 bataillons et on avait un groupe, n'est-ce pas, tunisien. On oublie toujours que les Tunisiens étaient là. Ils étaient positionnés à Guissény. Donc ça, il faut le rappeler. Alors, l'ONU a un problème. Quand il s'agit de maintenir la paix, ce chapitre 16, parce qu'on a 3 chapitres. On a le chapitre 6, 7 et 8. Moi, quand je suis venu, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas mis le chapitre 7 directement? On nous a mis ce chapitre 8. Parce que l'UNAMIR, la MINUAR, c'est une force d'assistance. Donc, quand on assiste, on n'imposera jamais à quelqu'un. Mais moi, j'ai dit, quand je suis venu au Rwanda, je suis resté 3 mois, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas fait le chapitre 7 déjà? Qui aurait permis au moins de renforcer les capacités et de permettre aux gens d'agir. Mais l'ONU a un problème avec les situations brusques. L'ONU ne peut pas gérer une situation comme celle qui s'est passée ici le 6 avril. Oui. Parce que quand il y a urgence, c'est plutôt New York qui gère. Et ça, il faut, pour moi, quand il y a urgence, il faut que le Force Command et le SARJ doivent être les 2 pions qui doivent pouvoir gérer parce qu'ils sont sur le terrain. Alors que New York est là-bas. Quand il y a quelque chose... On fait recours à la bureaucratie. Voilà. Oui. Et ils entendent un coup, ils pensent que tout le monde est mort. Donc pour eux, quand il y a quelque chose, tout le monde est mort. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui a amené la panique au niveau de notre force. Je peux vous expliquer d'ailleurs comment ça s'est passé. Tout cela, cette panique qui a eu lieu. Parce que j'étais officier de permanence quand l'avion a été abattu. C'est moi qui suis défendu de permanence le 5. Et le 5, j'étais à l'aéroport pour vérifier les dispositions de l'aéroport.
Oui, donc, quand l'avion a été abattu, moi je rentrais, j'ai fini ma permanence et on m'a dit il y a des combats, il y a des tirs à l'aéroport. On n'a pas dit qu'il y a un avion qui a été abattu, on m'a dit il y a des tirs à l'aéroport sur le réseau. C'est après qu'on a su que c'était l'avion du président. Surtout quand Bagassora est sorti vers 19h pour annoncer la mort du président Abiyarimana. C'était le 6 avril à 19h et quelques. On l'a entendu, nous, à la radio. Et le lendemain, il y a eu tout ce truc. Alors, il y a eu donc la mort des 10 Belges. Les 10 Belges ont été tués. Les casques bleus. Les casques bleus belges. Mais ça a créé dans l'opinion publique belge, parce que n'oubliez pas le pays aussi, il donne ses soldats, mais il a aussi son opinion publique. Ils ont été massacrés avec le Premier ministre Agathe. C'est là où Daïm Mbaye a récupéré ses enfants, les enfants de Agathe, pour les emmener, pour les sauver. Ça, il faut aussi le rappeler un peu. Ils sont volés, pas trop, mais quand même assez important. On va y revenir. Mais là, ça a amené un problème et comment on appelle, la Belgique a décidé de quitter la force. Quand elle a quitté, mais c'est elle qui était en charge de ce qu'on appelle le KIA, Kigali Introduction Arm. Mais si elle quitte, mais c'est un vide total qu'ils ont laissé. Et ce vide total... Tout le monde pouvait l'exploiter. Mais si on était dans un pays organisé, sincèrement, la gendarmerie rwandaise aurait dû prendre sa place. Parce que nous sommes dans un pays, ce n'est pas l'ONU qui gère la sécurité. La sécurité est gérée par les structures de sécurité. L'ONU collabore avec ces structures en vue d'amener le jeu. Et je vous raconterai encore ce qu'on a fait dans les trucs que la gendarmerie a répondu, tout ça. Parce qu'on a voulu que, quand même, qu'on déploie la gendarmerie pour pouvoir gérer au moins la sécurité au niveau de choses. Mais ils ont regardé faire. Et ça, c'était quelque chose qui m'a surpris, moi. Moi, un officier, je vois quelque chose qui se passe comme ça, il y a des gendarmes qui sont là, qui sont des officiers, qui sont des trucs, et qui laissent faire. Par complicité aussi, eux qui se sont également, qui étaient plongés également dans ce qui est en train de se passer. On parle bien des massacres, du génocide qui avait déjà été déclenché. Mais je vais vous donner moi un truc que j'ai vécu. On m'appelait un peu Papa Noël. Papa Noël? Papa Noël, parce que nous on vivait... Référence au Père Noël? Père Noël, voilà. Parce que on vivait au repas froid. Okay. Parce que l'aéroport ne fonctionnait pas. Alors que j'ai dit, je prenais tous les repas froids restants pendant 4 jours, je les mettais dans mon véhicule et j'allais aux 1000 collines pour le donner aux réfugiés. Un jour, je suis venu, j'ai trouvé une femme dont le bébé pleurait. Je lui dis, mais pourquoi le bébé pleure? Elle dit, je n'ai plus de lait. Je n'ai plus de lait. Je lui dis, madame, je vous cherche du lait. Je suis sorti, je suis parti au marché. La gendarmerie m'a arrêté pour me dire, le marché, il y a un obus qui vient de tomber dans le marché, c'est trop dangereux. Laissez, on va trouver un coursier qui va aller chercher voilà, ce que vous voulez. J'ai fait la liste. Alors, quand j'ai donné au coursier, le coursier est venu, mais c'était le chat, il avait la brotte là. C'était plein de lait et de la viande, tout ça. Alors, le gendarme qui était à côté de moi, il me connaît parce que moi, j'étais aussi officier de liaison à la gendarmerie. Il me dit, mais mon capitaine, j'étais capitaine, mon capitaine, le lait là, c'est pour un Tutsi. J'étais surpris. Il dit, le lait là, je suis sûr que c'est pour un bébé Tutsi. Je dis, mais moi, je ne connais pas de bébé Tutsi. Moi, dans mon pays, tous les bébés sont des bébés. Alors, il me dit, mais vous n'avez rien compris. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que, et ça, je vais vous le dire, c'est à la télé, mais il faut que je dise la vérité. Il m'a dit, est-ce que Kagame n'était pas un bébé? C'est ce qu'il m'a dit. Et traditionnellement, vous ne connaissez pas le Rwanda. Il m'a dit, ici, il y a un proverbe qui dit, si on tue les rats, on ne laisse pas les rats enceintes. Mais j'étais surpris. Donc, ce comportement pour des hommes de tenue qui ont été formés, ont poussé à l'évaluation de la situation. On a laissé des gens avec des machettes tuer des gens sans que la gendarmerie n'intervienne dans un État qui se dit organisé. Donc je crois que ça aussi c'est un témoignage que je voulais donner, qu'il y a eu des complicités avec les interarmées. Mais pour les Nations Unies, nous avions envoyé un truc pour dire à Dallaire de faire attention, parce qu'il y avait des caches d'armes à Kigali. Et comme Kigali est une zone d'interdiction d'armes, nous avions les provisions pour détruire ces caches d'armes. Parce que nous, on savait qu'il y aurait problème. Il a demandé l'autorisation aux Nations Unies, New York a dit non. Alors que si on détruisait ces caches d'armes aussi, on ne serait pas arrivé à cela. Donc il faut souvent quand même qu'il laisse le force commandant être là à la manœuvre.
N'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Ambassadeur Moutaouba, ça là on rentre maintenant dans votre terrain, le terrain où vous avez évolué. Est-ce que c'est vrai, vous arrivez aux Nations Unies après la tragédie de 1994 au Rwanda, mais dans d'autres pays, ont connu aussi des conflits, bien que n'étant pas des génocides, mais des conflits sanglants, notamment sur le continent africain. Est-ce que la question des conflits, et particulièrement des conflits en Afrique, pèse-t-elle, ou ce sont des questions qui concernent au plus haut niveau, même les grands, à New York? Est-ce que ce sont des dossiers qu'on fait passer en avant? Par exemple, quand le colonel dit on a un commandant des forces onusiennes sur terrain, mais malheureusement qui n'a pas les moyens de sa politique, malgré la bonne volonté du monde. Il a les mains liées, il se réfère à la bonne volonté de vous, messieurs qui siégez à New York. Bon, écoutez, il faut plutôt essayer de recadrer le débat dans le sens de dire les missions de la paix ou les missions de médecine de la paix. La plupart de ces missions, c'est surtout en Afrique. Il faut appeler... Non, le chat par son nom, le oui. chat par son nom. Alors, si vous regardez l'essence même de ces conflits, il ne faut pas souffrir de ce que j'appelle la paresse intellectuelle. Il faut bien aller plus loin, profondément dans l'affaire, et dire, écoutez, ces conflits, vous prenez le cas du Rwanda, ces conflits datent de quand? 59. Ça date de quand? C'est venu comment? Alors, il faut remonter toute l'histoire. Donc, si vous remontez toute l'histoire coloniale et avant-coloniale... Vous voulez dire que certaines nations sont d'une manière ou d'une autre concernées ou ne sont pas innocentes que ça dans les conflits en Afrique? C'est là où je voudrais en venir. Parce qu'une fois que vous avez sur le plateau un conflit à résoudre ou une mission à mettre en place, et que vous avez, dans le cadre des Nations Unies, les gens qui vont contribuer, les troupes, ou bien qui vont contribuer aussi dans le financement de ces missions, la plupart du temps, et souvent, là, je n'ai aucun risque d'erreur dans ce que je dis, on vous dira, bon, s'il y a une mission en Afrique, c'est la France qui va siéger, qui va décider. Et la France va consulter les autres pays, tels que la Belgique, le Portugal, l'Espagne, les autres pays qui ont colonisé l'Afrique. Donc, dans cet aspect-là, ça veut dire que tout ce que vous avez comme solution, ça branche déjà comme source les anciennes maîtres coloniaux. Alors, à ce moment-là, les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres disent « Oh oui, on s'aligne sur ce qu'a dit ou ce qu'a décidé la France. » Parce que c'est la France qui représente les Africains au Conseil de sécurité. Ce sont des consultants? Bon, écoutez... Oui, ce sont des consultants, ils passent un rôle de consultants. Nous connaissons la région, nous connaissons l'histoire, donc les autres s'allient. Non, ça, ce n'est un secret pour personne. C'est comme ça que la France est entrée au Conseil de sécurité. Il n'était pas membre au début. Alors, si la France dit, écoutez, moi, j'ai contrôle de l'information, j'ai contrôle de tout ce qui se passe sur le continent, donc vous avez affaire à moi. Alors, cela, vous mettez dans une partie de votre cerveau. Deux, maintenant, vous dites, écoutez, maintenant, c'est le Conseil de sécurité qui décide de ces missions, et de la mission, et dans la résolution qui crée la mission, telle que la résolution 872 qui avait créé la MINUAR, est votée et présentée par un des membres du Conseil de sécurité. Celui qui a tablé la résolution ou
le draft de la résolution, c'est bien la France. Alors, comme c'est la France qui doit faire tout ça, donc tout ce que la France va présenter va être adopté et adopté par les pairs. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Il y a bien d'autres exemples parce que... Oui, ça c'était en tout cas un des exemples. Mais alors, maintenant, si vous allez plus loin, si ces pays qui ont été colonisés par la France, la Belgique, l'Espagne, etc., développent des conflits aujourd'hui, et que, comme je disais, d'un côté ou de l'autre de votre cerveau, il faut penser à l'histoire, et vous découvrez que le conflit qui naît aujourd'hui n'est qu'une manifestation de ce qui a été créé ou entretenu pendant des années telles, avant ce même conflit. Ça veut dire que vous cherchez une solution là où le problème se trouve. Alors, vous compliquez la situation. Davantage. Et le dernier point, c'est qu'en même temps, la dernière décision qui va être prise par le Conseil de sécurité dont ils sont membres. Alors, donc vous êtes dans le catch-22. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Voilà, on aura compris. Mon colonel, j'aimerais bien, puisqu'on parle du Rwanda, j'aimerais bien par des photos d'illustration, j'aimerais qu'on puisse dire un mot, en tout cas à certaines photos. La réalisation va nous proposer une série de photos sur lesquelles j'aimerais bien que vous puissiez commenter. On va nous présenter tout d'abord Roméo Dallaire, le général Roméo Dallaire. Déjà, on l'a en background. Il a été le commandant de la MINUAR au Rwanda. Vous qui avez travaillé avec lui, quel homme il était ou qu'il représente pour vous aujourd'hui dans le contexte du Rwanda? J'étais son officier de communication. Donc pendant toute la guerre, il m'a récupéré quand j'ai évacué l'ambassade américaine. Parce que j'ai évacué l'ambassade américaine le 11 sur Butare. Ça aussi, ça doit être connu par l'histoire. C'est nous qui avons évacué l'ambassade américaine. Il n'y avait donc pas d'Américains, il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas de Belges, il n'y avait que des Africains sur cette terre d'opération-là. Donc tous les films qui sortent, qui nous disent que c'est des Belges, des trucs qui ont fait, ils n'ont rien fait. Les évacuations ont été faites, organisées par des Africains. Donc Dallaire, pour moi, quand on est proche de quelqu'un, c'est un excellent officier. Moi, je trouve. C'est un artilleur. Donc un artilleur, c'est un officier d'état-major. Donc je trouve qu'il était un excellent officier. Ensuite, je l'ai vu aussi se battre et même pleurer dans son bureau pour certaines choses que New York lui a refusées. Parce qu'il m'appelait dans son bureau. Par exemple, quand on a mis en place la MINUAR 2, en ce moment, il n'y avait pas de... On a mis la MINUAR 2 en place avec 2 bataillons, un bataillon nord Sénégal, un bataillon sud Ghana, qu'on a proposé parce que quand il est venu, il est passé général de division. Donc il voulait augmenter la force au niveau de ce... Mais on a proposé à New York un travail sur la MINUAR 2. Et c'est lui qui l'a proposé. C'est parti à New York, on l'a refusé. La MINUAR 2 qu'on vous entendez là, qui est venue après le conflit, c'est cette MINUAR 2 que nous avons dès le départ demandé, parce qu'un chef, quand il s'installe, il regarde dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Donc ils nous ont refusé ça. C'est d'abord le Pentagone qui le refuse. Le Pentagone refuse. Ce ne sont pas les Nations Unies, c'est le Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis. Mais parce que c'est eux qui financent. Alors qu'est-ce qui se passe? Dallaire nous dit, je vais vous montrer quelque chose. Il nous met tous ensemble, l'état-major, il dit, je vais dire au Pentagone qui a fait ce plan. Alors on était 7, 8, nous tous, nous étions formés aux États-Unis. Tous, dont lui, qui a fait son école de guerre aux États-Unis. Donc il dit, il prend cette liste-là, il dit au Pentagone, voilà ce qu'ils ont fait la MINUAR 2. Et le Pentagone dit, ok, nous sommes d'accord pour la première phase. Donc voilà, donc comme vous dites, il y a des choses que les Nations Unies même ne maîtrisent pas. Donc Dallaire était pour moi, un excellent officier. Mais aussi, il y a un problème qui va changer maintenant. Parce que Dallaire est un officier de la MINUAR, comment on appelle, des Nations Unies. Il fait partie des officiers qui sont aux Nations Unies. Donc pour la première fois, je me dis, on n'a pas pris un officier de terrain. C'est-à-dire que, comme on le fait maintenant,
Par exemple, on prend Jean-Luc Babacar Gueye, qu'on envoie au Congo. Jean-Luc Babacar Gueye était chef d'état-major de l'armée du Sénégal. Et il a été cavalier, il a fait les théâtres d'opération. Donc ça, quand même, c'est un peu une faiblesse. Ensuite, une autre faiblesse. On a nommé Dallaire avant de nommer Boubou. Bien. Boubou qui était le SARJ. Depuis lors, ils ont changé. Ils nomment le SARJ avant de nommer le commandant des forces. Ça vient du Rwanda. Parce qu'en nommant Dallaire avant de nommer Boubou, Dallaire pense qu'il est supérieur un peu à Boubou parce qu'il est nommé avant Boubou. Voilà. Ensuite, on commence à nommer des SARJ qui sont beaucoup plus puissants, qui ont de l'expérience. Qui sont les moyens et l'expérience. L'expérience le vécu, avec un vécu. Voilà. Alors que Boubou était un officier, un membre des Nations Unies, qui était l'ami d'ailleurs du secrétaire général des Nations Unies. Oui, oui, oui. Voilà, et qui allait à la retraite en plus. Et on l'a envoyé au Rwanda. Et je crois qu'il y a eu des erreurs au départ sur ça. Donc Dallaire, pour moi, c'était un officier, mais un officier d'état-major qui a travaillé au niveau de son niveau d'état-major. Voilà, et il s'est beaucoup battu pour avoir... Parce qu'au conseil général ne veut échouer. Je l'ai vu pleurer dans son bureau. J'ai pleuré dans son bureau parce qu'on lui a refusé quelque chose. On l'a refusé d'attaquer les trucs, etc. Donc, on va nous proposer la réalisation. On va nous proposer une autre image parce qu'il y a des choses que l'histoire va retenir, des images. Je sais que ça, du côté professionnel et du côté émotionnel, ces images représentent quelque chose. Bien sûr, je suis venu... Le capitaine Baye Diagne. Je suis venu à Gisozi la semaine passée. C'était pour faire le discours sur le capitaine Baye Diagne. Je vous enverrai le discours d'ailleurs que vous verrez. Mais voilà ce type qui doit inspirer tous ceux qui viennent sur le théâtre d'opération. Mais Baye Diagne, avec tous les gens qui sont là, ils venaient de la Casamance. Ils sont venus de la Casamance et ils sont projetés là. Mais Baye Diagne avait une attitude un peu différente. Parce que lui, quand il est sur un théâtre d'opération, il ne fait pas la différence entre un Rwandais et un Sénégalais. Parce qu'il était en Casamance, il sauvait les Sénégalais. Il est venu ici, pour lui, le Rwandais et les Sénégalais, c'est la même chose. Il faut que les gens qui sont impliqués dans les forces des Nations Unies sachent ça. Qu'ils protègent des populations qui ne sont pas des populations de leur pays, mais c'est leur rôle, c'est leur mission. Absolument. Et Baye Diagne mettait sa mission devant tout. D'ailleurs, je me rappelle de cette... quand il est décédé, c'est devant moi. Parce qu'on devait faire une évacuation sur 1000 collines. Il est venu le 29. La photo qui est prise, c'était pour les négociations entre les FPR et ce qu'on avait réussi à... Ça n'a pas marché. Parce que les FPR demandaient aux gens d'arrêter les massacres. Les gens lui disaient arrêtez l'offensive. Donc c'est là où on était. Arrête l'offensive, arrête les massacres. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement met l'arrêt des massacres sur l'arrêt de l'offensive. L'offensive, c'est la guerre. Donc voilà un peu. Et Baye Diagne était donc quelqu'un qui était engagé pour sa mission. Et il est mort. Quand j'ai à Gisogi, je n'ai pas pu terminer le discours parce que chaque fois que je parle de Baye Diagne, et je parle du conflit rwandais, surtout avec des millions de morts, des milliers de morts sur lesquels quand on est parti chez Lando, par exemple, Dallaire est rentré et il est sorti. Quand il est sorti, j'ai compris. Certains témoignages disent que lui ainsi que d'autres officiers des Nations Unies, notamment son équipe des Sénégalais, alliés presque au-delà de votre mission pendant le génocide, presque à mettre en danger votre propre vie, et d'ailleurs lui qui a même payé de sa vie pour ça. Qu'est-ce qui vous animait? Ce que nous que vous vous êtes dit, écoutez, vous êtes sorti de la peau des membres des casques bleus, c'est le côté humain qui a pris le dessus sur la mission qui était en train d'échouer? Je crois que c'est d'abord le côté professionnel. Parce que quand même, avant de venir au Rwanda, Baye Diagne était en Casamance, moi j'étais au Liban, dans les mêmes situations, que j'ai géré les Arabes, les jeunes Arabes. J'ai discuté avec les Israéliens. Donc, pour nous, on avait déjà l'expérience derrière nous. Et c'est cette expérience qui permettait de configurer notre attitude par rapport à une situation. Parce que quand le conflit a commencé, l'état-major a appelé. Bien sûr, tous les pays appellent, je me rappelle. Ils nous ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On leur a expliqué. Il dit, est-ce que vous êtes capable de manœuvrer? On leur a dit oui. Les pays qui ont dit oui sont restés. Les pays qui ont dit non sont partis. Parce que nous, notre mission, c'était de rester auprès du peuple rwandais. Quel que soit ce qui se passe jusqu'au dernier jour.
Et ce qu'on a dit au chef d'état-major, même quand Mbaye Diagne est décédé, c'est le chef d'état-major qui a appelé. C'est moi qui ai pris le téléphone parce que j'étais avec Dallaire. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, mais est-ce que vous pouvez encore manœuvrer? On lui dit oui, mon général, on peut rester. Parce qu'on est formé comme ça dans l'armée sénégalaise. On n'est pas formé pour, vous voyez la devise d'ailleurs, on nous tue, on ne nous déshonore pas. On n'est pas formé, on a eu des compagnies qui ont été décimées en Casamance. Les gars sont battus jusqu'au dernier, jusqu'à prendre la radio, et ils l'ont écrasé, ce qui est la procédure normale. Le chef de section a pris la radio, il a cassé la radio, et il est mort. Après, on les a tous enterrés. Mais ça, c'est des expériences que nous avons vécues. Donc Mbaye Diagne venait de ce terrain-là, et nous, on venait aussi de ce terrain. Donc, pour nous, ce n'est pas le suicide, c'est rien. C'est une attitude professionnelle. Dans un pays où il y a une situation où la structure ne marche plus, c'est à nous de prendre en charge la situation et d'essayer de faire ce qu'on peut. Et c'est ce qui s'est passé. Vous dites bien la structure ne marche plus, le président est mort, mais il a certains de ses collaborateurs qui restent vivants et qui ont pris les rênes. Exactement. J'aimerais bien qu'on nous propose une photo ou des photos de l'un des collaborateurs du président qui est devenu tout puissant par la suite. C'est avec lui que tout s'est géré. Bon, ça, c'est Bagassora. Je l'ai rencontré. Le colonel Bagassora. Oui, le colonel Bagassora, excusez-moi. Il est venu, parce que nous, on a organisé le 4 avril, ici, à l'hôtel Méridien. Il est venu, celui qui a représenté le gouvernement rwandais à notre fête du 4 avril. Donc l'incident se passe 48 heures après avec l'avion présidentiel. C'est lui qui vient donc à la radio et qui annonce le décès du président. Le lundi, Dallaire me donne une lettre accompagnée par les Tunisiens pour aller le lui remettre. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la lettre, mais je pense que c'était pour appeler à des négociations entre les deux parties. Je pense, parce que moi, je suis parti jusque-là, je lui ai remis la lettre. Donc, je suis revenu. Donc, ça, c'est Bagassora. J'ai eu la chance de le voir 2 ou 3 fois. Donc, le fait... Après Bagassora, il y a eu Jean Kambanda, quand même, pour la formation du gouvernement. Oui, le Premier ministre. Voilà, qui est sorti. Moi, j'étais surpris de voir quelqu'un qui sort comme ça. On ne l'a pas vu dans les BBTJ, on ne l'a pas vu dans le Broad-Based Transitional Government, on ne l'a pas vu. Brusquement, je vois un Jean Kambanda. Moi, officier de communication, j'ai dit, mais ce gars, moi, je ne le connais pas. Donc, il y a, en dessous de tout ça, il y avait des gens qui préparaient. Il y avait un plan. Hein? Il y avait un plan. Ah, mais bien sûr. Alors, quand le général Dallaire, plus tard, quelques années après, il écrit son livre, on a même vu « J'ai serré la main du diable ». En faisant référence à Bagassora, vous qui avez servi, qui avez vécu l'époque, qui avez vu la tragédie de 1994, est-ce que le titre du livre du général Dallaire tient? Oui, parce que Dallaire pensait que c'est lui qui est l'instigateur de tout ça. Parce que dans l'avion du président, il y avait le président, il y avait Pythagoras, qui était le chef d'état-major, et il y avait les gens proches du président. Donc quand cet avion est descendu, c'est lui qui reste. Donc on est en train même de se demander, est-ce qu'il n'y a pas joué un rôle dessus? Parce que quand tout un état-major... Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi le président se déplace à Arusha avec son chef d'état-major. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Et avec ses proches collaborateurs. Donc, quand Pythagoras est décédé, c'est la première impression qui est venue à moi. Donc, pour lui, pour Dallaire, c'était le diable. Mais moi, j'ai dit, je vais écrire mon livre. Mon livre s'appelle « Je n'ai pas serré la main du diable ». J'étais avec lui, il a serré la main du diable, moi, je n'ai pas serré la main du diable. Mais il le considérait quand même comme le seul interlocuteur, la seule personne qui était en dessous de tout ce qui se passait. Même avec Jean Kambanda, on savait que c'est lui qui était derrière. Voilà, donc c'est pourquoi vous pensez, si on doit, malheureusement, le temps perdu ne revient jamais, les vies perdues ne peuvent pas revenir, est-ce que vous pensez qu'avec Bagassora, s'il avait joué un rôle positif, par exemple, il pouvait arrêter ce qui était en train de se passer? Avait-il les pouvoirs? Avait-il un mot sur ce qui était en train de se passer? Son appel à la radio, un message? Si on s'imagine, si on est positif ou optimiste, on se dit, s'il avait appelé par exemple à la calmie, tout pouvait s'arrêter? Mais parce qu'en même temps, il y a 1000 colonnes qui appelaient au massacre. Donc ça a été un effet démultiplicateur sur les massacres. Donc s'il y avait quelqu'un qui pouvait appeler au calme et qui avait une certaine autorité, je crois qu'on aurait pu quand même limiter les dégâts. Dallaire m'a demandé,
d'aller aux 1000 collines et de demander que les Nations Unies, que lui, il puisse faire une intervention à la radio. Oui, il m'a dit, je suis allé pour négocier une fenêtre pour que Dallaire puisse venir et parler à la radio. Mais si Bagassora avait fait ça, moi je pense qu'il y aurait eu quand même, l'histoire ne serait pas ce qu'il est. Ne se passerait pas tel qu'elle s'est passée. Et bien sûr, parce qu'il avait quand même la capacité, il était dans le gouvernement, il était dans l'État. Donc vraiment, je pense qu'il aurait fallu qu'une autorité se lève pour parler. D'ailleurs, je vais toucher là sur le général Gatsenzi, que les gens respectaient beaucoup. Je pense que lui aussi, qui était venu aux négociations d'ailleurs, je pense que lui, il aurait pu aussi, si Gatsenzi n'était pas trop puissant, il aurait pu envoyer un message de paix que les gens auraient entendu. Voilà. Je fais une parenthèse pour le général Gatsenzi qu'on va voir dans les images, avec, je crois, avec le général, l'ancien ambassadeur, qui était des interlocuteurs au niveau à l'époque des négociations. Peut-être pour terminer aussi, monsieur l'ambassadeur, sortez un peu de la peau du Rwandais que vous êtes, mais en tant que voilà, c'est l'image, le général Gatsenzi qu'on a en image de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que le Rwanda à ce jour aura servi de leçon au système des Nations Unies et qu'il y a des leçons solides sur lesquelles aujourd'hui on se base? Chacun de vous, je vais lui donner 1 minute et demie pour terminer. Est-ce qu'on a appris de l'exemple du Rwanda? Voilà. Avons-nous appris? Écoutez, du Rwanda, il y a plusieurs leçons qui se sont dégagées à partir des enquêtes qui ont été menées par la commission indépendante sur ce qui s'est passé sur le rôle ou l'action des Nations Unies au Rwanda. Et c'est plein de conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on devrait éviter? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Malheureusement, les recommandations qui ont été mises dedans n'ont pas été suivies toutes aujourd'hui. Mais ils sont consignés par écrit, donc ce n'est jamais trop tard pour repêcher ce document et essayer de voir ce que la commission d'enquête, la commission indépendante a pu mettre en place. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Et la responsabilité de protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de ce qui était défaillant. Mon colonel? Oui, moi, en tant qu'homme de terrain, je suis pas. C'est son niveau très élevé. Moi, je regarde seulement les choses efficaces qui ont été faites. Je ne sais pas si ça donne. Alors, on a parlé toujours du R2P, du Right to Protect. Bon, qui venait. Le droit à la protection. Voilà, devoir à la protection. Tout. Voilà. Mais il ne faut pas le déclarer. Il faut aussi avoir la capacité de préparer les gens à ça. Donc, quand on sélectionne les gens qui viennent dans les forces des Nations Unies, il faut y avoir un moyen de les sélectionner. Ensuite, j'ai vu au Soudan, quand je suis parti, ce problème d'induction. Et c'était bien. L'induction, quand nous arrivons depuis Khartoum, on commence à nous mettre des incidents sur lesquels nous réagissons. Donc, c'est des scénarios sur lesquels on aurait donc fait 1 mois dans ces incidents jusqu'à ce que tu arrives à ton poste. Ça, on ne l'a pas fait, on l'a fait au Rwanda. Deuxièmement, il y a l'ingérence humanitaire. Donc, on demande aux gens d'intervenir quand les gens sont en danger. Ensuite, il y a 2 initiatives qui ont été mises en place, le RECAMP et l'initiative ACOTA, qui permettaient aux pays africains de renforcer leur capacité de maintien de la paix, notamment dans le cadre de l'entraînement des troupes, l'entraînement, la préparation, l'équipement logistique des troupes. Et ça, c'est les Américains qui ont mis l'ACOTA, les Français ont mis le RECAMP. On a fait une grande manœuvre au Sénégal qu'on appelle la manœuvre Guédimaha, où tous les pays étaient là, et on a fait cette manœuvre sur la base de l'intervention dans une force. Ensuite, il y a le chapitre 8, parce que nous avons 3 chapitres d'intervention. Chapitre 6, qui est maintien de la paix. Chapitre 7, qui est un peu le rétablissement de la paix, où on a les capacités d'agir. Et le chapitre 8, qui appelle à l'utilisation des organisations régionales. Voilà. Et ça, c'est le Rwanda. Parce que quand on a vu que c'est les Africains seuls qui étaient sur le terrain. Mais
on a dit, mais pourquoi on va se mettre à faire des forces, aller prendre des étrangers, des Belges, des trucs. Mais il faut laisser d'abord la première phase, comme on a fait nous avec le GOM, gérée par les Africains. Donc ça, c'est sur le chapitre 8 qu'il a permis. Et pour répondre à ça, l'Union africaine a mis en place, l'Union africaine, l'APSA, l'architecture paix et sécurité en Afrique, qui est toute une histoire et qui prévoit maintenant le génocide là-dedans, dans le scénario, avec 6 scénarios, qui prévoit le scénario 6, etc. Et ça, c'est des trucs intéressants maintenant. On peut former les gens dessus. Vous allez au Sénégal, tout le monde connaît l'APSA. Moi, je l'enseigne dans les universités. Même les universités aujourd'hui peuvent vous faire un thème sur l'APSA. Et il faut vulgariser ces choses-là, qu'on les mette dans les universités, parce que ce sont ces universitaires qui seront demain des officiers. Ce sont ceux qu'on recrute dans le... Donc il faut qu'ils sachent toutes ces choses qui ont été mises en place. Ensuite, comme j'ai dit, il y a la nomination aussi du SARJ avant la nomination du Force Commandé. Donc parce que c'est lui le politique qui est un peu le militaire et subordonné au politique. Si on ne laisse pas cette subordination dans la nomination, on pose des problèmes. Donc il faut aussi, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle une force de réaction rapide. C'est-à-dire quand on a une force de réaction chapitre 6, il faut l'accompagner d'une force de réaction rapide qui puisse, dans des cas comme le Rwanda, remplacer les forces et venir, parce que cette force est équipée, a des capacités opérationnelles pour pouvoir prendre en charge la situation. Donc ça, c'est des trucs, c'est des changements sur le plan tactique, je veux dire sur le plan tactique et opérationnel, qui sont importants. Et il faudrait ajouter à cela une obligation urgente pour l'Union africaine de pouvoir gérer le tout eux-mêmes. Injecter le budget et essayer de ne pas dépendre beaucoup de l'extérieur. Voilà. Et moi aussi, peut-être que d'ajouter, comme le disait le capitaine Thomas Sankara, un militaire sans formation politique, c'est un criminel en devenir. Voilà, c'est sur ces mots-là que nous allons finir notre émission. Merci à tous les deux, ambassadeur Moutabewa et le colonel Mamadou. Merci pour ces explications et surtout votre vécu qui va servir certainement à l'audience et surtout pour des jours à venir. Merci à Pacifique Rukundo et toutes les équipes au niveau de la régie. L'émission, c'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.